Repérer les colonnes de véhicules du front Polisario. L'accrochage à la roquette et au mortier peut surgir à chaque instant. Depuis que la Mauritanie et le Maroc se sont partagés le territoire du Sahara occidental après le départ des Espagnols, c'est la guerre, dirigée contre les agglomérations à partir des bases du Polisario de la frontière algérienne. Par deux fois, traversant 1800 km de désert par des pistes oubliées, les Sahraouis ont frappé Nouakchott, la capitale mauritanienne. C'est lors d'une de ces attaques qu'Al-Wali, leur grand leader, a perdu la vie. Des obus de mortier sont tombés dans la cour de l'ambassade d'Égypte qui se trouve ici, celle de l'ambassade d'Espagne qui se trouve un peu plus loin, et même de l'ambassade américaine qui est située exactement à gauche du palais présidentiel. Ce qui prouve qu'ils avaient une connaissance très certaine de l'objectif. Oui, défendre un territoire grand comme 2,5 fois la France avec une mini-armée de 12 000 hommes n'est pas chose facile. Écoutez le président mauritanien Mokhtar Ould Daddah. Comment vous y prenez-vous pour doter très vite, car il faut faire très vite, la Mauritanie d'une armée efficace, capable de défendre son territoire? Bien, c'est ce que vous avez certainement vu. Au lendemain de notre accession à l'indépendance, nous avions un seul ennemi à combattre, c'est le sous-développement. Et ce qui vous explique que pendant les 15 premières années de notre vie d'État indépendant, nous n'avions pratiquement pas d'armée. Depuis que nous avons été agressés par l'Algérie, nous essayons de constituer des forces armées et de sécurité capables de faire face à l'agression. C'est bien sûr une tâche difficile, surtout pour un pays comme nous, et qui a 2000 km de frontières sahariennes, de l'Atlantique à la frontière avec le Mali. Mais nous faisons tous les efforts nécessaires. Le peuple mauritanien est mobilisé au sein de son parti et derrière ses forces armées de sécurité pour défendre notre intégrité territoriale. Car ces attaques répétées du Polisario ont déjà coûté des centaines de morts au Maroc et à la Mauritanie. Comptant sur l'aide des experts militaires français qui conseillent son haut commandement, sur des armes françaises également, l'armée du président Ould Daddah se bat à la fois contre le Polisario et contre l'OTAN. Cette guerre des sables, qui se joue sur un front flottant aux dimensions du désert, ressemble quotidiennement à une sanglante partie de cache-cache. L'armement léger utilisé pour ce genre de coup de main facilite encore les infiltrations. Des Land Rover avec canons anti-chars, des bazookas, des missiles légers, puis la mitraillette. Pour se battre, il s'agit de se trouver, c'est-à-dire de chercher l'ennemi dans des zones très accidentées où le Polisario dispose de refuges secrets lui permettant de se ravitailler en eau, en vivres et en carburant. Le flanc gauche et l'arrière gauche. Et mur 4 et mur 3, vous ferez le flanc droit et l'arrière droit. En cas d'intervention du côté droit, ça sera mur 3 qui débordera. L'aviation mauritanienne étant inexistante, ce sont des avions français qui effectuent des vols de reconnaissance pour tenter de repérer ces colonnes de 50 ou 100 jeeps. Jeu dangereux, les Sahraouis disposent de missiles Sam-7 soviétiques. On attend également des appuis supplémentaires en hommes de la part du Maroc. Rabat soutient la Mauritanie qui, en but à des attaques de plus en plus massives, fait figure de ventre mou du Sahara. Mais pour Nouakchott, c'est bien un conflit international qui s'engage et le rôle de l'Algérie ne s'arrête pas à la protection des réfugiés de la frontière. Monsieur le Président, le gouvernement algérien affirme toujours ne prendre aucune part directe au conflit et ce n'est pas votre sentiment? Absolument pas. Pour nous, nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie, qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle recrute, qu'elle forme, qu'elle arme
et qu'elle organise en expédition contre nous à partir de son territoire national. Et ces mercenaires, une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie. Cela d'ailleurs l'Algérie ne le cache pas, cela tout le monde le sait. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'aucune voix ne se lève pour dénoncer ces formes d'agression caractérisées qui violent notre intégrité territoriale et qui provoquent chez nous tous les désordres que vous connaissez, car, comme vous le savez, les mercenaires algériens pillent, s'attaquent à des pauvres nomades, des pauvres paysans dans la nature, ils les tuent, ils les prennent en otage et ils reviennent dans l'impunité quand nous n'arrivons pas à les intercepter, sûrs qu'ils sont qu'en Algérie, ils sont hors de notre portée. Ces Algériens qui seraient directement impliqués dans le conflit, nous les avons retrouvés, en pouvant, quelque part en Mauritanie, interviewer pour la première fois les prisonniers de guerre capturés lors des attaques de Nouakchott, les compagnons d'Al-Wali. Quelle est votre nationalité? Algérien. Et vous êtes membre de l'armée algérienne? L'armée, oui. Et vous avez été fait prisonnier alors que vous vous battiez avec le Polisario? Oui. Quelles ont été les conditions dans lesquelles vous avez été fait prisonnier? On était dans un accrochage à bâti et depuis ça a pris les militaires mauritaniens, les armes mauritaniennes. Et il y a combien de temps que vous avez été fait prisonnier? Depuis le mois 10, 76. Octobre 76. Oui. Vous êtes aussi algérien? Oui. Vous avez été fait prisonnier lors de l'attaque de Nouakchott où vous étiez avec le groupe Al-Wali? Oui, oui. Comment est-ce que ça s'est passé? On était à peu près 150 km d'ici. Et il y avait l'armée mauritanienne qui nous a... Encerclés? Oui. Et ils nous ont capturés, ils nous ont pris ici. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts dans votre groupe? Il y avait à peu près 2 morts. Comment est-ce que vous êtes traité ici en tant que prisonnier? Ça va, pas mal, très bien. Quel espoir placez-vous dans des médiations telles que celle du président Senghor ou de l'Arabie Saoudite? Croyez-vous encore, Monsieur le Président, à une solution négociée? D'abord, c'est la première partie de votre question. Il faudrait plutôt la poser aux responsables algériens, car tous les efforts entrepris par des pays amis et frères pour trouver une solution en vue de diminuer la tension créée dans notre sous-région par l'agression algérienne, toutes ces tentatives ont échoué à cause de l'intransigeance algérienne. C'est donc aux responsables algériens qu'il conviendrait de poser cette question. Quant à nous, notre position est très connue. Je la rappelle, nous ne saurions discuter toute solution qui aurait pour objet de remettre en cause notre réunification nationale, car pour nous la réunification était un impératif catégorique, un devoir sacré, et nous l'avons réalisé. Par contre, tout ce qui aura pour but de diminuer la tension dans notre sous-région, nous sommes prêts à y participer avec nos modestes moyens. On peut toujours croire à une solution négociée, même lorsque les combats font rage. Mais dans le cas du Sahara, les observateurs sont plutôt pessimistes. Alors, le Maghreb s'achemine-t-il vers une guerre internationale?